Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro des mots et débats. Nous sommes ensemble durant 26 minutes. L'invité du jour, il est haut fonctionnaire, économiste, écrivain. Il connaît bien le continent africain. Il est l'auteur du Banquier du diable, paru chez Max Milo, et puis aussi l'auteur de ce magnifique livre, La haine en ce vert paradis. Jean-François Bouchard, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. En tout cas, merci d'être avec nous. Plaisir. Votre dernier opus vient de paraître. C'est terrifiant, puisqu'on parle de lutte, de conflits internationaux, au fond de tension, comme on appelle ça, de guerre atomique. D'ailleurs, le titre, c'est Un demi-siècle au bord du gouffre atomique. Voilà, Jean-François Bouchard. Eh bien, commencions tout de suite cette première partie d'émission au fil des pages. Jean-François Bouchard, donc un demi-siècle au bord du gouffre atomique, paru chez Max Milo. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire, à rédiger justement sur ces tensions internationales, sur fond de crise atomique ? Pourquoi? Parce que déjà, c'est un sujet d'actualité. Oui. On en parle à nouveau, hélas, avec le conflit, le conflit latent avec la Corée du Nord, Oui. depuis quelques années. Et puis surtout, c'est vrai qu'à la base, je suis un économiste, et il y a deux types de conflits en fait, qui ont toujours agité la planète. C'est des conflits soit économiques, les guerres coloniales par exemple, ou les guerres mondiales étaient avant tout des conflits économiques, et puis les conflits idéologiques, comme la guerre froide, entre le bloc communiste et le bloc de l'Ouest. Oui. Et donc, il est toujours important de connaître les tenants et aboutissants de ces conflits et de voir comment ils ont risqué un jour peut-être de dériver. En guerre atomique, ça aurait été effectivement une catastrophe épouvantable si par hasard, après Hiroshima et Nagasaki, il y aurait eu une nouvelle utilisation de ces bombes. Vous expliquez qu'en fin de compte, vous avez passé des mois et des mois à lire, à décrypter, déchiffrer des documents déclassifiés de la NSA. Vous êtes allé aux États-Unis pour lire et relire, vous imprégner de ces textes pour sortir justement cet ouvrage. Voilà, alors ça c'est le grand mérite des États-Unis. Les États-Unis ont un goût de la transparence, et ce goût a été entériné par une loi qui s'appelle le Freedom Information Act, qui a été signée par le président Johnson, donc le successeur de Kennedy. Et cette loi oblige en fait les administrations à déclassifier un certain nombre de documents après un certain délai lorsque les citoyens en font la demande. Et il y a une association qui s'appelle le NSA, National Security Archives, qui dépend de l'université George Washington, qui s'occupe comme ça de collecter ces documents et de les mettre à disposition du public. Et c'est une source d'inspiration extraordinaire, parce que lorsqu'on lit les comptes rendus des discussions de Kennedy dans le bureau ovale, ou des rapports de la CIA, ou les conversations entre Nixon et Kissinger, on a vraiment le sentiment de lire l'histoire en direct. Et on apprend énormément de choses qu'on ne sait pas par ailleurs, en lisant ces documents qui sont des documents déclassifiés. En tout cas, votre livre est vraiment, je dis pour les thésards, parce qu'il y a vraiment une explication pour chaque conflit. Et on a vraiment l'impression d'être avec les personnages qui sont à ce moment-là dans leur propre rôle, pour soit déclencher le bouton, ou alors arrêter pour justement. Ne pas le déclencher, et pour ne pas le déclencher. Alors vous parlez bien sûr à partir de 1950, c'est-à-dire que ça y est, on est après le Japon, après ces lancements atomiques, Oui. voilà, Hiroshima et Nagasaki, et vous commencez avec la Corée du Nord. Je dis, mais bon sang, on entend que la Corée du Nord, déjà dans l'actualité, c'est la Corée du Nord, et là vous partez de cet homme qu'on appelle le grand leader. On l'appelle aussi le président éternel. Voilà. On parle de Kim Il-sung. Kim Il-sung, là. Et qui déjà tient tête aux États-Unis, qui est proche de l'époque soviétique, des présidents soviétiques, et qui aussi est du côté des Chinois. Mais il tient tête. C'est un homme vraiment, comme vous dites, dangereux et de poigne. Alors effectivement, Kim Il-sung, là-bas, on le surnomme le professeur de l'humanité tout entière. Donc c'est un titre ronflant et un peu ridicule. Mais enfin, ça illustre bien à quel point il est tenu en haute estime par son peuple. Et c'est vrai que l'histoire nucléaire du monde, elle est très liée à la Corée du Nord. Parce que tout commence en réalité en Corée du Nord. En 1950, il y a la guerre de Corée. Donc la Corée du Nord et la Corée du Sud ont été divisées en deux. Par des Américains, en plus. Par des Américains, voilà, par deux colonels américains, oui, qui ont fait un peu n'importe quoi, enfin qui ont fait ça très vite, en une soirée, enfin bref, peu importe. Et donc, Kim Il-sung veut réunir les deux pays.
Et donc il va déclencher une guerre. Cette guerre va être contrée par l'action des Nations Unies à l'époque, sous les ordres de MacArthur, qui est le grand général, le grand vainqueur de la guerre dans le Pacifique, et qui va essayer donc de contrer l'action de Kim Il-sung, qui lui est soutenu par Mao Tse-tung, par les armées de Mao, et puis par le matériel qui vient du RSS. Donc cette confrontation va être vraiment mortelle, elle va être terrible. Elle est d'ailleurs très très fondatrice de ce qui se passe après. Alors MacArthur va être tenté pendant cette guerre d'utiliser les bombes atomiques. Oui. Il veut bombarder avec une quarantaine de bombes atomiques, dont certaines au cobalt. Alors, le cobalt, c'est un truc qui restera radioactif pendant plus de 100 ans, donc c'est vraiment une horreur. Il veut bombarder la Mandchourie chinoise et puis le nord de la Corée pour isoler la péninsule coréenne et puis régler son cas à Kim Il-sung. Alors le président Truman va bien sûr refuser, la guerre va s'enliser pendant 3 ans, mais cette guerre aura un effet fondateur sur la Corée du Nord. Parce qu'en fait, pendant cette guerre, il y a 3 millions de morts. Ça, on l'a un peu oublié, et parmi ces 3 millions de morts, il y en a 2 millions qui sont du côté nord-coréen. À l'époque, la Corée du Nord, c'est un tout petit pays. C'est un pays qui fait entre 10 et 12 millions d'habitants. Donc, vous vous rendez compte, sur 12 millions, 2 millions qui sont morts. Toutes les familles nord-coréennes, sans aucune exception, comptent des gens qui sont morts, qui ont été blessés. Lorsque la guerre s'achève, la Corée du Nord est détruite à hauteur de 70%. Il n'y a plus rien. C'est un désert. Et pendant tout son règne, Kim Il-sung et ensuite son fils Kim Jong-il et maintenant Kim Jong-un vont maintenir cette haine des Américains dans l'esprit de leur peuple, à tel point que le mois de juin, par exemple, chez nous, c'est le mois des moissons, c'est le printemps, c'est l'été qui arrive. Là-bas, c'est le mois de la haine des Américains. La détestation des Américains, c'est une matière obligatoire dans les écoles. Oui. Donc, on apprend là-bas la haine des Américains, ce qui fait que le pays, finalement, a une certaine cohérence. Malgré la dureté du régime, les dictateurs sont au pouvoir et ils tiennent leur régime, et ils arrivent à développer l'arme nucléaire parce qu'ils sont en plus très malins. Alors, vous parliez justement de Douglas MacArthur. C'est vrai que c'est un nom qui est très connu dans l'histoire contemporaine, enfin à l'école. Et c'est vrai que là, vous dépeignez plutôt comme quelqu'un un peu de fou qui est prêt à appuyer sur le bouton atomique, alors que je suppose que les Américains le voient comme un héros, comme quelqu'un justement qui a toutes ses têtes. Alors, Douglas MacArthur, patriotique. Oui, non, c'est un très grand patriote, c'est un très grand militaire, c'est le vainqueur de la guerre mondiale dans le Pacifique. Et donc là, c'est indéniable, c'est un très grand militaire. Mais donc, lorsqu'il combat en Corée, c'est un monsieur déjà un peu âgé, il a plus de 70 ans, et puis surtout, c'est un anticommuniste forcené. Et il pense qu'avec cette guerre en Corée, il va pouvoir, à lui tout seul, renverser le communisme mondial. Donc pour lui, la première étape, c'est de vaincre la Corée du Nord, naturellement, mais en faisant intervenir la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek, qui va envahir avec lui la Chine de Mao Tse-tung. Le régime de Mao va s'effondrer. Du coup, grâce à cet exemple, les peuples d'Europe de l'Est vont se révolter contre l'URSS, et l'URSS elle-même va s'écrouler. Et donc voilà, dans l'esprit de MacArthur, c'est une occasion absolument unique d'en finir avec le communisme mondial. Alors heureusement, le président Truman, lui, n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Oui. Lui, ce qu'il dit, c'est on n'est pas là pour commencer une troisième guerre mondiale, on est juste là pour essayer de garantir la paix en Corée, et c'est tout. Et donc, il va arrêter MacArthur, il va le démettre de ses fonctions, très brusquement d'ailleurs, sans même le prévenir, du jour au lendemain, et puis la guerre va se poursuivre et s'arrêter comme ça. Alors on peut dire que ce sont des luttes, en fin de compte, des égos. C'est parce que vous le disiez au début, c'était soit pour des points de vue idéologiques ou économiques. Mais j'ai l'impression, dans votre livre, que c'est plus une lutte d'égos. C'est-à-dire, je m'affirme en tant que président et je soutiens mes idées, mais je suis l'homme qui dirige mon pays. Alors c'est vrai que les égos sont extrêmement importants dans cette histoire. Si on reprend par exemple la crise qui est peut-être la plus connue, la crise des fusées de Cuba, oui. Donc celle-là, Khrouchtchev le dit très bien dans ses mémoires. Khrouchtchev a eu l'idée d'installer des missiles à Cuba, en fait en se promenant sur une plage en Bulgarie. Khrouchtchev était un homme assez colérique, on se rappelle de lui tapant avec sa chaussure sur la tribune aux Nations Unies. Et donc il était assez colérique, et dans son esprit, il y a toujours eu une grande injustice, c'est que les Américains passaient leur temps à installer des fusées à proximité du territoire soviétique, donc oui. en Turquie ou en Europe de l'Ouest, et puis lui non.
Et puis, Khrouchtchev se disait, c'est quand même extrêmement injuste, parce que les Américains passent leur temps à donner des leçons à tout le monde, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais souffert chez eux. Ouais. Voilà, ils vont faire la guerre ailleurs, mais chez eux, tout va bien. Et donc, il a voulu changer ça. Et c'est pour ça qu'il a décidé d'installer des fusées à Cuba. Et c'est ce qu'il va faire, effectivement. Il va vraiment installer ces fusées à Cuba en direction donc, du territoire américain, donc c'est en direction de la Floride, Miami. Ah oui, la Floride, toute la côte Est, voilà, ouais. tout ça a été à portée des fusées russes. Et c'était pas un moyen de chantage, c'est-à-dire faire croire des rumeurs, c'était vraiment, on voyait... Les fusées étaient vraiment là. Et ça, c'est une chose que Kennedy, d'ailleurs, ne savait pas. Pendant les 13 jours de la crise des fusées de Cuba, Kennedy pensait qu'il n'y avait que des projets, que des fusées en cours d'installation. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que les Soviétiques avaient été extrêmement habiles et avaient amené déjà depuis plusieurs mois, au cours d'une opération qui s'appelle l'opération Anadir, donc oui. Des fusées, des avions pour les protéger, des hommes pour encadrer tout ça, parce que les Soviétiques étaient quand même intelligents et ne voulaient pas que ce soit entre les mains de Castro. Donc c'était eux qui contrôlaient les choses. Mais tout ça était installé et aurait pu être mis en œuvre extrêmement vite si Khrouchtchev l'avait décidé. C'est Castro qui a demandé l'aide de Khrouchtchev, puisqu'on est à ce moment-là en plein régime communiste, tout simplement par haine des États-Unis. Donc c'est encore... Pas vraiment. Alors Castro, oui, c'était un marxiste. Mais au début, lorsqu'il a pris le pouvoir, lorsqu'il a renversé Batista, son but n'était pas forcément de se rapprocher, enfin en tout cas pas à ce point, de l'URSS. Mais les États-Unis ont essayé d'organiser son renversement à la baie des Cochons, donc ça a été ce calamiteux débarquement organisé par le directeur de la CIA qui s'appelait Allen Dulles, donc qui a été un fiasco complet. Et après cette affaire-là, Castro s'est vraiment tourné vers l'URSS en disant ben voilà, on est vraiment en danger. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous protéger, pour nous aider? Et c'est là où Khrouchtchev s'est dit, bonne occasion, on va à la fois protéger Castro et puis menacer un peu les États-Unis. On va voir, on va essayer d'installer la peur chez eux. Vous parlez aussi de cette tension aussi du côté du canal de Suez avec l'Égypte qui regarde justement ce conflit. Alors effectivement, il y a eu deux séries de conflits nucléaires, enfin presque nucléaires, autour du canal de Suez. En 1956, Nasser va nationaliser le canal de Suez. Oui. Donc il voulait bâtir le barrage d'Assouan, et c'est à peu près à ce moment-là où il va fonder avec Tito et avec Sukarno le mouvement des non-alignés. Alors j'ai parlé tout à l'heure de Allen Dulles, et donc à ce moment-là, donc le frère d'Allen Dulles, qui s'appelle John Foster Dulles, qui est le secrétaire d'État américain, va annuler le financement par les Américains du barrage d'Assouan. Oui. Et en réaction, Nasser va nationaliser le canal de Suez pour construire quand même son barrage qui va sauver son pays de la famine. Alors, qui avait auparavant le canal? C'était les Anglais et les Français. Donc, ils vont organiser avec les Israéliens une machination consistant à mener une attaque contre le canal et puis à intervenir pour séparer les belligérants et reprendre le contrôle du canal de Suez. Alors ça, c'est donc en 1956. En 1956, il y a un deuxième événement qui se déroule en même temps, c'est la révolte de Budapest. Donc les Hongrois se soulèvent contre l'URSS, et Khrouchtchev, qui est à ce moment-là au pouvoir, voit une belle occasion dans cette affaire de Suez pour détourner un peu l'attention. Et donc il va menacer les Anglais et les Américains et les Français de leur renvoyer des missiles atomiques sur leur territoire en disant « Vous êtes en train de mener une expédition barbare contre des Égyptiens sans défense. Moi, URSS, je vais vous ramener à la raison. » Alors en France, il y a un président du Conseil qui s'appelle Guy Mollet, qui est un socialiste, et la France, à ce moment-là, n'est pas un pays nucléaire. Donc Guy Mollet va prendre peur, et lui, tout de suite, va vouloir retirer ses troupes. En Grande-Bretagne, il y a un Premier ministre qui s'appelle Anthony Eden. Et la Grande-Bretagne, à ce moment-là, est déjà une puissance nucléaire. Mais simplement, elle l'est un peu moins que l'URSS, naturellement. Donc, Anthony Eden va résister en disant « écoutez, vous me menacez, mais moi aussi, hein, j'ai ce qu'il faut dans mes arsenaux. » Et c'est là où les Américains vont être assez troubles dans leur rôle, parce que c'est finalement eux qui vont emporter la décision anglaise de se retirer. Les Américains vont attaquer la livre sterling sur les marchés financiers. La livre va s'effondrer, et c'est là qu'Anthony Eden va dire « voilà, je ne peux pas faire autrement que de retirer mes troupes. » Et donc Nasser, quelque part, va gagner par ce biais.
Pour parler du continent africain, vous dites en début de votre livre que l'Afrique du Sud a été une puissance, enfin l'Afrique du Sud sous l'époque des Afrikaners. Absolument. Voilà, a été une puissance atomique. L'Afrique du Sud a été la 9e puissance atomique, en effet. Alors c'est vrai que généralement, on développe une puissance atomique lorsqu'on se sent menacé. Oui. Et donc à l'époque du régime afrikaner, à l'époque de l'apartheid, c'était un pays qui était ostracisé, comme un certain nombre d'autres, comme aujourd'hui la Corée du Nord. Et donc les Afrikaners, avec l'aide des Israéliens, ont développé une puissance atomique et disposaient de bombes atomiques. Alors ça n'a pas duré. Hein. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a officiellement renoncé à l'arme atomique et d'après ce qu'on sait, parce qu'il y a beaucoup de secrets qui entourent naturellement les arsenaux, mais d'après ce qu'on sait, il n'y a plus de bombes atomiques en Afrique du Sud. Combien coûte la fabrication d'une bombe nucléaire ? Puisque à un moment, je lisais, la France avait 300 armes nucléaires, la Grande-Bretagne 600, je ne sais pas, l'URSS près de 800 000. Enfin, je me trompe peut-être, enfin, c'est de mémoire. Hein, mais... Oui. Alors évidemment, ça coûte cher. Alors ça coûte très cher. Le coût est très difficile à dire parce que vous ne pouvez pas raccrocher. On ne peut pas calculer un coût unitaire. Oui. En fait, il faut avoir, pour faire une bombe atomique, il faut avoir une centrale nucléaire. Oui. Après, vous avez deux types de bombes. Vous avez des bombes à hydrogène et puis des bombes à au plutonium. Oui. Donc la technologie à hydrogène est beaucoup plus coûteuse, mais elle est beaucoup plus puissante. Donc c'est ce que est en train de développer Kim Jong-un dans son pays. Alors ça, les autres pays ont déjà ce type de bombe. Donc il faut déjà avoir une centrale qui produit du plutonium. Ensuite, il faut avoir des centrifugeuses pour concentrer ce plutonium à l'état fissile, de telle sorte qu'il puisse exploser. Donc c'est un coût complet en quelque sorte. Il faut déjà vous acheter une centrale nucléaire. Ça coûte déjà quelques milliards de dollars, puis ensuite des centrifugeuses, et puis avoir la technologie pour tout ça. Donc le coût, c'est assez difficile. Le coût unitaire est assez difficile à calculer. À l'heure actuelle, est-ce que tous les pays ont signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui est entré en vigueur en 1970 ? Parce que la France, de tête, c'était en 1992. Voilà. Alors en fait, la France et la Chine ne sont pas parmi les premiers signataires du TNP. Oui. Le TNP, au départ, il a été lancé par 3 pays, c'est l'URSS, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Oui. Et la France, évidemment, ce TNP a été lancé au début des années 60. La France n'était pas puissance atomique et voulait le devenir, donc elle a naturellement attendu avant de signer. La Chine a fait pareil. Mais effectivement, quasiment tous les pays aujourd'hui sont signataires du TNP, en tout cas tous les pays qui sont susceptibles de développer une puissance nucléaire, y compris d'ailleurs la Corée du Nord. La Corée du Nord a signé le TNP en 1985. Et après elle s'est retirée. Après, elle s'est retirée. Alors, la Corée du Nord a toujours joué un jeu extrêmement malin. On a souvent tendance à prendre Kim Jong-un pour un imbécile parce que, voilà, on le voit, c'est un petit gros, un peu pas bien habillé, enfin bref. Mais on a vraiment tort parce que ce soit Kim Il-sung, Kim Jong-il ou Kim Jong-un, ce sont à chaque fois des gens qui à une table de poker, seraient vraiment des champions du monde. Ouais, parce qu'en termes de manipulation, ils sont extrêmement forts. Donc la Corée du Nord a signé le TNP sous l'ère Kim Il-sung en 1985. Ensuite, elle a respecté son engagement jusqu'en 1993, et c'est à ce moment-là où elle s'est retirée, parce qu'à ce moment-là, il y a eu en Corée du Sud un nouveau président qui est arrivé au pouvoir, qui avait une attitude plutôt agressive à l'égard de la Corée du Nord, qui a commencé à faire des manœuvres avec les Américains, enfin bref. Et donc, Kim Il-sung s'est un peu fâché et a dit « Ok, je me retire du TNP ». Ça a duré 2 mois. Ensuite, il s'est remis dans le TNP. Il a attendu 1 an. Et puis il a dit, finalement, je vais encore me retirer. Je vais enrichir 6000 barres de plutonium dans ma centrale. Ça a duré jusqu'en 1994. Enfin bref, voilà, que ce soit Kim Il-sung, Kim Jong-il ou Kim Jong-un, ils ont toujours joué ce jeu de je suis copain, je suis plus copain, je redeviens copain. Et puis en définitive, ils ont toujours gardé une cohérence extrêmement forte, qui était de développer leur arme nucléaire, et ils y sont arrivés. À la fin, il y a une dédicace à cette actrice américaine Susan Hayward, mais ce qui m'a fait rire, c'est ça, c'est
Pourquoi, si dans quelques pays que ce soit, quelqu'un pense que l'usage d'armes thermonucléaires est la solution à ces problèmes, sans doute son cas relève-t-il davantage des hôpitaux psychiatriques que de la stratégie militaire. Pour les mégalomanes, ivres de leur propre puissance, la bombe atomique est devenue pareille à l'or des fous. Juste un leurre pour les imbéciles. J'avais l'impression que vous adressiez au président américain Donald Trump. C'est un... Je n'aurais pas cette prétention, naturellement, de m'adresser à un aussi grand personnage, dont l'ego surdimensionné le rend tout à fait inaccessible à beaucoup de gens. Mais c'est vrai, c'est-à-dire, on n'imagine pas aujourd'hui quelqu'un utilisant une arme nucléaire où que ce soit, y compris sur la Corée du Nord. C'est tout à fait impossible. Ça a été un peu le raisonnement de Bill Clinton. En 1994, il y a eu une crise à nouveau entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et à ce moment-là, Bill Clinton, donc la Corée était vraiment sur le point d'avoir une arme atomique, et Bill Clinton voulait faire quelque chose, donc déclencher une guerre. Et des plans de guerre étaient vraiment prêts contre la Corée du Nord. Mais en 86, il y avait eu Tchernobyl. Donc la centrale de Tchernobyl avec l'accident, donc toutes les conséquences qu'on connaît, l'Ukraine qui a failli être ravagée, enfin bref, des gens se sont sacrifiés pour sauver le pays. Et donc Clinton a commencé à se dire, oui, mais moi si je bombarde la centrale de Yongbyon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir la même catastrophe? Est-ce que toute la péninsule coréenne va être vitrifiée, y compris la Corée du Sud? Il faut quand même se rappeler que Séoul, c'est une ville de 8 millions d'habitants et qui se trouve à portée de canon de la Corée du Nord. Hein, c'est donc tout près. Oui. Et donc, attaquer la Corée du Nord, avec quelque arme que ce soit, c'est extrêmement dangereux pour la Corée du Sud. Donc voilà, on ne peut pas imaginer du tout quelqu'un attaquant la Corée du Nord. C'est pour ça que quelque part, Kim Jong-un y joue sur du velours. Même s'il provoque les États-Unis, il est quasiment sûr que jamais on ne va engager d'action militaire contre lui. Après, on peut prendre des sanctions économiques, on peut les renforcer tant qu'on veut, mais en définitive, ça ne marche pas. C'est-à-dire, c'est un peu ce que disait Poutine, et Poutine est sûrement celui qui a fait la meilleure analyse de la situation. Il a dit, on peut faire tout ce qu'on veut, mais de toute façon, les Nord-Coréens, ils mangeront de l'herbe s'il le faut. Ouais. Donc, les Nord-Coréens sont englués dans leur haine des États-Unis, dans leur haine de l'Occident. La solution n'est sûrement pas de les conforter dans cette haine, elle est sûrement ailleurs. Peut-être en leur permettant de se développer et de s'intégrer à la mondialisation. Très bien, merci beaucoup Jean-François Bouchard pour cette première partie d'émission. Nous allons passer à carte sur table. Comme je le disais en début d'émission, Jean-François Bouchard, vous êtes donc économiste et conseiller du Fonds monétaire international en Afrique centrale. Et dernièrement, ces dernières semaines, vous étiez en République démocratique du Congo. Pourquoi? C'était pour aider les Congolais à faire partir le président Kabila? Ah non, pas du tout. Non. Alors déjà, effectivement, j'étais là-bas pour travailler avec des Congolais, mais alors c'était au Gabon, parce qu'il y a des problèmes de sécurité à Kinshasa, mais c'est dans le cadre de réformes que la Banque centrale du Congo mène dans le domaine de la supervision bancaire. Donc c'est plutôt dans un cadre tout à fait économique que j'étais là-bas. Et vous avez suivi justement ces marches, ces manifestations? Oui, bien sûr. Comment les avez-vous vues avec un œil extérieur occidental? Oui, la RDC est un pays que j'aime énormément. Enfin, je trouve que les Congolais sont des gens formidables. Et c'est vrai que c'est un peu triste de voir ce pays connaître toutes ces difficultés. Donc, alors c'est vrai que ces manifestations... qui souvent se termine mal, et ça a encore été le cas cette fois-ci, on ne sait pas du tout où ça peut mener le pays. Hein. Ça, j'avoue que quiconque aurait un diagnostic là-dessus serait vraiment bien malin. Moi, je n'en ai pas, j'avoue. Alors, quand on parle de Fonds monétaire international en Afrique centrale, est-ce qu'un jour les pays africains pourront se sortir de ces dettes qu'ils doivent, je ne sais pas, à la France, à d'autres pays, parce qu'on a l'impression qu'ils ne sortent pas la tête de l'eau? Alors, l'économie des pays d'Afrique, c'est vrai que c'est encore beaucoup trop une économie de la rente. C'est-à-dire ce sont des pays dont les économies sont extrêmement liées au cours des matières premières. Oui.
Alors parfois ça se passe bien lorsque le pétrole flambe, parfois ça se passe moins bien lorsque, pour la RDC par exemple, le cours du cuivre s'effondre. Donc ce qui est extrêmement important, c'est que les pays africains développent une économie propre, qui ne soit pas juste une économie de la rente, où on exploite les matières premières, ou le bois des forêts, ça c'est absolument essentiel. Et l'action que mène le FMI, c'est tout à fait ça, c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait une transition vers une véritable économie. Alors, bizarrement, si vous regardez la croissance des pays africains, vous voyez que les pays qui se développent le mieux, ce sont les pays où il y a le moins de matières premières. Oui. C'est-à-dire c'est les pays de type Ghana, même si le Ghana a des difficultés, ou Sénégal. Oui. Le Rwanda s'en sort bien. Le Rwanda, voilà, oui. Le Rwanda s'en sort bien. Absolument, l'Éthiopie. Oui. Donc ce ne sont pas des pays extrêmement riches en matières premières, mais ce sont des pays qui arrivent à mettre en place une gouvernance de bonne qualité, avec des institutions qui fonctionnent. Tandis que les pays qui restent englués dans l'économie de la rente, eux, ils s'en sortent beaucoup moins bien. Vous pensez au Nigeria ? Alors le Nigeria, non. Le Nigeria est une grande puissance économique. Oui, mais il rencontre des difficultés financières actuellement. Et est-ce que justement, est-ce qu'il n'est pas en train de devenir un pays moins fort, enfin C'est-à-dire que le Nigeria dépend aussi beaucoup du pétrole, oui. pour ses revenus. Donc le cours du pétrole, c'est toujours mieux quand il est à $120 par rapport à 50. Donc, en tout cas pour ces pays-là. Oui. Donc, tant qu'ils n'auront pas... tant que ces pays ne se seront pas sortis de leur grande dépendance par rapport aux matières premières, ils vont toujours connaître ce type de difficultés, malheureusement. Merci beaucoup, Jean-François Bouchard, pour cette deuxième partie. Nous allons passer au coup de cœur. Alors, Monsieur Bouchard, quel est votre coup de cœur? C'est Monsieur Modiano? Voilà, Patrick Modiano, qui est prix Nobel de littérature. En fait, il a écrit un tout petit livre qui est vraiment charmant, qui s'appelle Memory Lane, qui est l'histoire d'un groupe, c'est même pas des amis d'ailleurs, c'est des connaissances, mais qui se côtoient sur une dizaine d'années, qui se croisent, qui s'entrecroisent. Et comme toujours dans Modiano, c'est un livre basé sur le souvenir et sur la nostalgie. La langue est extrêmement élégante, hein, c'est un vrai poème. Et donc, oui, si quelqu'un devait lire une seule œuvre de Modiano, je pense qu'il faudrait impérativement lire celle-là, Memory Lane. C'est la quintessence de cet auteur qui est vraiment un grand auteur français. Très bien, merci beaucoup de nous avoir présenté votre coup de cœur, Memory Lane de Modiano. Et puis moi, je rappelle aux téléspectateurs votre essai, votre ouvrage, Un demi-siècle au bord du gouffre atomique. Alors attention, il y a plus de 360 pages, il me semble. Oui, il est riche en informations. En tout cas, c'est un excellent travail. Alors pour les thésards qui aiment les conflits internationaux, vraiment, je le recommande. Et je dis bien sûr, c'est aux éditions Maximilien. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Bouchard. Grand merci à vous. Merci, Jean-François. Quant à vous, mes chers complices, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent, comme d'habitude. Merci de votre assiduité. Au revoir et à bientôt.